Chers auditeurs et auditrices, vous écoutez bien Cinéphiles de notre temps, le podcast qui dresse le portrait des cinéphiles travaillant dans le milieu du cinéma. Aujourd'hui, Cinéphiles de notre temps fête ses 3 ans, et pour les célébrer au mieux, nous vous proposons un épisode bien différent de ce que nous réalisons d'habitude. Pour nos 3 ans, nous sommes allés à la rencontre de jeunes cinéphiles âgés de 15 à 22 ans pour leur demander quel était leur film refuge. Cette question, nous la posons à chacun et chacune de nos invités depuis le début de notre émission. Elle représente cet endroit où le cinéma peut avoir un lien très fort avec nos vies, où le temps d'un film devient peut-être plus important que la réalité dans laquelle nous vivons. C'est une question qui nous est chère et qui représente pour nous une certaine essence de ce qu'est le cinéma. Depuis avril 2019, nous avons dressé 25 portraits de cinéphiles, d'âge et de métiers très différents, en essayant d'aller à la rencontre de toutes les cinéphilies pour dresser, à chaque fois, le portrait le plus juste et le plus sensible de nos invités. Toutefois, notre micro n'était adressé qu'à des professionnels du monde du cinéma et nous avions donc envie, pour une fois, de le tendre vers des voix naissantes qui commencent tout juste leur chemin de cinéphile et qui sont peut-être un petit peu plus novices, mais tout aussi passionnés. Car en 3 ans, l'une des choses les plus précieuses que nous avons apprises, c'est qu'une parole sur le cinéma n'est jamais aussi juste que lorsqu'elle est personnelle, subjective et intime. Cet épisode a été réalisé avec Chloé, Églantine, Félix, Elias, Charlotte, Antonin, Kévan, Nathan, Vlad, Louise, Marine, Quentin, Clara, Violette et Julie, que nous remercions de s'être prêtés au jeu de ces entretiens. L'enregistrement s'est déroulé à la Cinémathèque française dans le cadre de l'Autre Ciné-Club, un ciné-club dédié aux jeunes cinéphiles à partir de 15 ans, chapeauté par Élodie Imbaud, que nous remercions aussi pour son aide essentielle depuis le commencement de notre podcast. L'enregistrement s'est déroulé en 5 parties que vous retrouverez dans cet épisode, chaque partie contenant 3 intervenants qui partagent une vision semblable de ce que peut être un film refuge. Les parties se succèdent, sans véritable lien entre elles, à part cette question qui revient : quel est votre film refuge ? Nous espérons que ce nouvel épisode, bien que différent, vous plaira, et nous vous souhaitons une belle écoute. Un refuge, au sens premier du terme, c'est un abri qui protège, un lieu où l'on se sent en sécurité. C'est là où on va lorsqu'on est dans une situation difficile. Dans le monde du cinéma, cela peut donc être un endroit où l'on retrouve une forme de joie, comme dans une comédie, pourquoi pas musicale. C'est ce genre qu'ont choisi d'aborder Louise, Marine et Quentin dans cette première partie. Ils convoquent la tente et le placard de la famille Tenenbaum, une chanson simple mais belle de La La Land, ou encore la satisfaisante histoire d'amour d'Amélie Poulain. Bien plus que de simples farces destinées à faire rire, nos 3 invités nous décrivent en quoi les comédies peuvent définir un véritable regard sur le monde, sans en oublier la dureté et la tristesse. Je m'appelle Louise Robin, j'ai 15 ans et j'ai choisi comme film refuge La famille Tenenbaum de Wes Anderson. J'ai choisi ce film parce que je trouve qu'il y a une atmosphère très chaleureuse et les personnages sont très, très bien construits. On sent vraiment une sorte de nostalgie où ils regrettent l'époque de leur jeunesse où ils étaient tous... ce que je trouve super intéressant dans ce film, c'est que donc on a des espèces de flashbacks au début où on voit les enfants qui étaient tous... Enfin, il y en a un qui faisait du business alors qu'il avait 8 ans, il y a un autre qui était tennisman, et il y a la sœur qui écrivait des pièces de théâtre, et on les voit tous après cette gloire passée de leur enfance, où ils sont tous un peu déprimés, ils savent pas trop quoi faire de leur vie. Et Ils reviennent tous chez leur maman. Oui, c'est ça, ils reviennent tous vivre chez leur maman. Et on voit le décor de la maison est très très chaleureux parce qu'on voit ça a pas changé depuis qu'ils sont partis enfants. Et il y a une scène en particulier que j'adore qui est quand Richie, qui est donc l'ex-tennisman, qui a arrêté sa carrière parce qu'il est amoureux de sa sœur adoptive, Margot, donc il a arrêté de faire du tennis parce qu'il a raté un match à cause de son histoire. Parce qu'elle se marie. Parce qu'elle se marie juste avant son match, donc il est complètement déprimé. Et donc il essaie de se suicider à un moment dans le film, et il se retrouve...
après avoir guéri, il va il retourne chez lui, il s'échappe de l'hôpital et il se réfugie dans une espèce de petite tente jaune qu'il a montée dans son salon et il y a quelque chose dans cette scène que je trouve vraiment, enfin, on a envie de se mettre avec lui dans la tente, de se réfugier, au milieu du salon avec, il installe dans sa tente une espèce de un tourne-disque avec ses petites voitures miniatures, et il est là allongé, il est un peu en train de réfléchir à sa vie et tout et je trouve ça juste enfin, c'est très oui, C'est comme si c'était revenu un peu en enfance. oui, c'est ça, il se réfugie déjà dans la maison de son enfance et en plus dans cette petite cabane, voilà. Oui, parce que tu disais dans tes refuges que ce qui te marquait particulièrement, c'était, des scènes et des plans. C'était ça que tu Oui. retenais même encore plus que le film? Oui, c'est ça, c'est des scènes auxquelles on repense de temps en temps, sans vraiment, enfin sans on se dit: «Oh là là, je me sens bien là, ça me rappelle un peu, cette scène». Il y a une autre scène aussi dans le film que je trouve là, c'est pas vraiment parce que on a envie de se réfugier avec les personnages, mais c'est plutôt, assez drôle. Il y a une scène où, donc c'est une confrontation entre, l'autre fils qui était l'ex-businessman qui est devenu enfin, sa femme est morte, donc il va vivre avec ses enfants chez sa mère et il a des problèmes avec son père parce que, il se sentait pas vraiment aimé, quand il était enfant et donc il se retrouve, et il commence à se disputer dans une espèce de placard, avec, des jeux de société, du sol au plafond, avec une toute petite, un toute petite ficelle de lampe au plafond et donc ils sont là tout proches les uns des autres et ils sont en train d'avoir une discussion hyper sérieuse parce que c'est des problèmes de relations et tout et puis ça contraste complètement avec les jeux de société, de enfin voilà, je trouve enfin ce film est drôle et enfin en même temps il est comme tous les films de Wes Anderson je trouve, en même temps il y a des thèmes complètement déprimants mais les décors rendent ça un peu absurde. Et enfantin aussi un petit peu. Oui, c'est ça. Puis même les couleurs du film sont toutes très chaleureuses, il y a une espèce de marron chaud, des jaunes, Orange, c'est rouge, ça. ouais. Ouais et donc oui, c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans ces films, oui, cette espèce de chaleur alors que oui, à chaque fois dans ces personnages sont totalement en train d'avoir des crises existentielles, de pas savoir où ils en sont et des choses comme ça. N'importe quelle autre personne aurait si n'importe quelle autre personne avait, réalisé ce film, je pense que ça aurait été un film complètement, enfin Déprimant. déprimant, oui et puis Wes Anderson réussit à faire un truc, très réconfortant. Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 18 ans et je suis, étudiante en cinéma à la Sorbonne, Nouvelle. J'avais pas vraiment de film refuge et quand j'y repensais, je me disais: «Il y a Le fabuleux destin d'Amélie Poulain», mais je trouvais que c'était pas assez original pour un film refuge, mais j'arrivais pas à en trouver un qui me réconfortait autant que celui-ci. Du coup, je l'ai pris et c'est vrai que ce film-là, je l'ai vu assez tard, mais quand je l'ai vu, j'ai comme eu un coup de foudre pour, le film parce que j'étais subjuguée par, tous les trucs qui se passaient. J'avais l'impression de retomber en enfance, et de sentir les odeurs qui émanaient des scènes, et puis d'apprendre des nouveaux trucs, sur tout le monde et voilà, c'est un film qui me rappelle, mon enfance et à chaque fois que je me sens déprimée, je le re-regarde et je me sens bien, après. Alors, il y a un deuxième refuge dont tu nous as parlé aussi, c'est les films avec Louis de Funès. Oui, les films de Louis de Funès, comme La Grande Vadrouille ou La Folie des Grandeurs, parce que c'est des films que je regardais avec ma famille quand j'étais petite. Des fois, on se faisait des petites soirées comme ça, regarder Louis de Funès, et on était tous ensemble sur le canapé et on rigolait, on passait une super bonne soirée. Et ces films-là, c'est des films refuges parce que ça me rappelle des bons moments. Autre que le film que j'adore, ça me rappelle surtout des moments que je partageais avec ma famille, tous ensemble. Et tu parlais aussi pas mal de la musique chez Amélie Poulain. Tu disais que c'était vraiment aussi un déclencheur qui te faisait du bien, quoi. Ouais, c'est vrai. Je suis pas une grande fan d'accordéon, mais par surprise, j'aime bien la musique d'Amélie Poulain. Et j'écoute régulièrement la BO, justement, et les musiques quand je suis dans le métro et tout ça. Et je trouve que c'est une musique hyper réconfortante. Et même si elle est un peu mélancolique, elle est joyeuse. Enfin, on a envie de danser dessus, même si... voilà, quoi. Oui, elle est entraînante. Ouais, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Quentin Baudet, j'ai 16 ans et j'ai choisi La La Land comme film refuge. Et j'ai un peu élargi ça parce que j'avais pas envie de choisir un film tout seul. Et j'ai un peu élargi ça à la comédie musicale dans son ensemble et même à la comédie.
Donc du coup, j'en profite pour complètement approuver les soirées devant les films de Louis de Funès. Et La La Land, oui, c'est un film qui me plaît beaucoup parce que je trouve l'histoire très belle, je trouve l'histoire très entraînante. La musique aussi, du coup, on poursuit sur la musique, je la trouve très belle. Ça fait vraiment du bien de le revoir à chaque fois quand je me sens pas bien ou je sais pas quoi, ça m'arrive de le re-regarder. Et, euh, et j'ai vraiment l'impression des fois de m'identifier un petit peu aux personnages, de me réfugier avec eux quand je regarde le film, parce que si je me souviens bien au début du film, le personnage principal féminin qui est joué par Emma Stone travaille dans un café. Et donc elle est juste avant un casting. Dans la première scène, on la voit dans ce café, donc elle est stressée, elle fait complètement n'importe quoi. Elle renverse du café sur les gens et tout. Et la deuxième scène qu'on voit dans ce bar, donc du coup en parallèle, c'est quand elle est devenue célèbre. Et donc du coup elle passe et tout le monde la reconnaît, elle se fait offrir le café, tout le monde se tourne, puis elle repart en petite voiturette électrique. Le parallèle est assez drôle de voir le changement et l'évolution du personnage entre les deux. Et dans cette évolution, du coup, il y a vraiment... Enfin, tout le monde la connaît. Et du coup, le fait que tout le monde la connaisse, c'est une situation que les personnages, ils ont du mal à gérer finalement, j'ai trouvé dans le film. Tout n'était pas facile pour eux. Et, et les scènes où ils se retrouvent, ils sont tous les deux personnages principaux. Là, une des chansons que je trouve les plus belles dans ce film, c'est City of Stars. Je la trouve magnifique. Et puis la scène est incroyable. Ils sont dans le salon avec une fenêtre en pleine nuit qui donne sur tout Los Angeles. En fait, je trouve ça beau. Et j'ai l'impression qu'ils se réfugient dans cette chanson parce qu'ils voient la ville des étoiles, justement. Ils la voient devant eux. Et quand je vois cette scène, j'ai l'impression qu'ils se réfugient un petit peu chez eux pour échapper justement à tout ce monde qui, d'un coup, les connaît. J'aime bien me réfugier avec eux. Ce film me fait vraiment du bien à chaque fois que je le revois. Maintenant, on a une petite question pour vous trois. C'est que les films que vous avez choisis font à chaque fois la part belle à la comédie, au rire, au sourire et aux chansons. Et on se demandait si, pour vous, la meilleure refuge, c'était finalement pas les films les plus joyeux ou les comédies, en fait. Je trouve que c'est pas forcément le thème de la joie qui est abordé, mais c'est la manière dont les thèmes sont traités. Ils sont traités avec joie, justement. Par exemple, dans The Royal Tenenbaum, ou bien dans La La Land, ou même dans Amélie Poulain, il y a des thèmes assez tragiques qui sont traités, mais ils sont mis en scène avec joie. Et du coup... c'est pas déprimant quand on regarde le film, et une fois qu'on regarde le film, on change un petit peu de regard sur les choses. On se dit, même si une chose est tragique, on peut la voir d'une autre manière, et puis c'est pas forcément quelque chose qui va nous déprimer. Et vous aviez tous aussi un rapport assez fort à la musique. Bon, tu parlais de comédie musicale, Quentin. Toi aussi, tu parlais de la musique aussi, Marine. Et dans The Royal Tenenbaum, il y en a beaucoup de musiques et elles sont elles sont devenues cultes un peu au fur et à mesure pour certaines. Et donc moi, je voulais un peu savoir quel rapport vous aviez à cette musique, justement. Toi, Marine, tu disais que tu la réécoutais. Est-ce que, justement, elles font ressurgir tous ces souvenirs-là? Est-ce qu'elles participent à cette joie, à justement changer le regard qu'on peut avoir sur des événements? Enfin, quel rapport vous aviez à cette musique, vous? La chanson dans Royal Tenenbaums auquel je pense, surtout, c'est la chanson, il me semble que ça s'appelle Needle in the Hay, ou quelque chose De comme ça. Elliott Smith. C'est ça, dans la scène où Richie, l'ex-tennisman, essaie de se suicider. Et ça revient aussi sur le fait que les thèmes sont traités... oui, c'est une histoire déprimante vu que le personnage essaie de se suicider, mais avec cette musique et avec la mise en scène aussi, ça crée une sorte... Enfin, oui, on porte un regard hyper doux sur cette scène, alors que c'est hyper violent. Il essaie de se couper les veines avec une lame de rasoir. Et donc, cette chanson qui est très, très douce, elle est vraiment... C'est pas des violons qui jouent un air complètement tragique. C'est une voix très simple et très... du coup, douce, qui accompagne cette tentative de suicide. Et c'est très... Et je pense que ça participe aussi à rendre cette scène très, très frappante, parce que on n'a pas l'habitude de voir ça. On ressent la tristesse et la douleur du personnage. Et en même temps, oui, ça reste aussi doux. C'est ça. Enfin, c'est un peu bizarre. Oui, c'est ça. C'est Wes Anderson, quoi. Mais on ressent tout en se disant que ça va s'arranger. Ça, c'est pas... Oui, c'est dur à expliquer, mais... Oui, on sait que ça va finir positivement, en fait. Qu'il va pas mourir. Oui. C'est le plus important.
C'est un peu, oui, c'est un peu comme si, je ressens ça un peu comme si Wes Anderson essayait de consoler un peu Ritchie à travers cette musique, parce que c'est un peu comme une berceuse, cette chanson. Et donc, c'est un peu comme si on était là, oui, c'est pas grave, on sait que tu vas très très mal, mais ça va s'arranger, tout va passer. Donc les chansons peuvent consoler un peu comme ce que tu disais, Quentin, toi, dans La La Land finalement, avec cette chanson refuge pour les personnages. Oui, voilà, exactement. Et ce que je trouve beau, c'est pour ça aussi que j'ai choisi La La Land et de parler de la chanson City of Stars en particulier. C'est que je trouve que la musique, je sais que ça fait pas la même chose à tout le monde, hein, c'est très personnel, mais ça me paraît être le moyen le plus parlant de véhiculer des émotions, et surtout le piano, et qu'on retrouve dans City of Stars, parce que dans l'accompagnement, il est très simple. Il y a peut-être 5 ou 6 notes différentes dans l'introduction avant qu'ils se mettent à chanter. Et pourtant, on rentre très très vite dedans. La chanson, elle est belle et elle n'est pas pour autant compliquée. Elle n'est pas, elle est pas extravagante dans sa mélodie. Il se passe pas des trucs de fou. Et c'est beau et c'est apaisant du coup. Et ça fait du bien de voir la musique comme ça, parce que du coup, comme on le disait, c'est jamais facile. Ce qui se passe dans les 3 films, c'est pas incroyable. C'est pas très joyeux pour les personnages. Et du coup, la musique et où le rire, ça permet de relativiser. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est des films refuges, c'est qu'on voit que ça se passe mal et que quand même on peut ressentir des choses bien, tout en voyant très bien que ça se passe pas si bien que ça finalement. Les 3 films que vous avez évoqués, c'est aussi 3 grands films d'amour. Donc, est-ce que ça participe aussi à ce côté refuge? L'amour en soi, c'est un refuge. Et je sais pas si Amélie Poulain, ça aurait été un film où à la fin, ils terminent pas ensemble et amoureux et tout ça. Je sais pas si je l'aurais autant aimé et s'il aurait été autant un refuge. C'est satisfaisant en fait. Ouais, c'est voilà, tellement c'est ça. satisfaisant de les voir à la fin Je sais ensemble. que personnellement, je pleure pas devant des films de tristesse, je sais pas pourquoi, mais devant Amélie Poulain, j'ai pleuré de joie pour la première fois devant un film depuis super longtemps. Et ça m'a fait tout bizarre à la fin quand il toque à sa porte et tout ça, et il glisse le mot, et au final, il entre et puis il s'embrasse, et puis c'est la fin et tout ça. J'avais l'impression que c'était moi, j'avais réussi quelque chose. J'étais là, yes, c'est bon, enfin quoi. Et ça m'a donné un sentiment vraiment que je savais pas, que je connaissais pas avant, et je me suis mise à pleurer du coup, voilà. Alors peut-être pour finir, dernière petite question, est-ce que ces refuges, vous les revoyez souvent ? Souvent, je sais pas. Alors est-ce que c'est bon signe, parce que ça veut dire que je me sens moins souvent mal, je sais pas. Mais même si c'est pas souvent, oui, régulièrement, je l'ai vu plusieurs fois, pas mal de fois en tout cas. Et c'est ça aussi la force des films refuges, je pense, c'est qu'on peut les revoir sans qu'ils perdent forcément de leur passage d'émotion. À chaque fois que je le revois, ça me fait quelque chose. J'aime le film et je m'en lasse pas au fur et à mesure de le revoir. Donc je pense que c'est ça qui fait que c'est beau et qu'on les aime aussi. Moi, perso, j'essaye de le revoir à chaque fois que je me sens pas très bien, ou généralement quand je me sens stressée et un petit peu seule. Je l'ai regardé la dernière fois, c'était avant la rentrée de septembre, parce que j'étais vraiment stressée, et je l'ai regardé. Et le lendemain, je me sentais beaucoup mieux. Mais je l'ai pas revu depuis, et j'essaye de pas le regarder trop souvent parce que j'ai peur justement de perdre la petite flamme et de perdre les détails aussi. Voilà. Je sais, je l'ai beaucoup regardé parce que j'ai découvert pendant le premier confinement. Donc là, j'étais totalement déprimée, donc j'ai dû le voir 2 ou 3 fois pendant ce confinement. Et là, oui, ça m'arrive moins souvent de le regarder, mais c'est toujours avec plaisir, donc voilà. Le refuge peut être un lieu, mais aussi un moment, ou plutôt le souvenir d'un moment qui nous rend heureux, qui nous rend la vie plus douce. Et s'il n'y a pas d'âge pour découvrir des films, ceux découverts durant l'enfance peuvent avoir une influence très forte sur le reste de notre vie de spectateurs et de spectatrices. C'est le cas pour Chloé, Églantine et Félix, qui évoquent des films refuges ancrés dans leur enfance. De la filmographie de Jacques Tati aux Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, en passant par les cinémas de Truffaut et d'Hitchcock, ils nous parlent de ces découvertes qui leur ont fait aimer le cinéma, parce que cela représentait plus qu'un visionnage, un moment particulier dans leur vie.
Je m'appelle Chloé Bouvet et j'ai 17 ans. Et mon film Refuge, en fait, c'est tous les films de Jacques Tati. Parce que depuis que je suis petite, je les regarde avec mon père. Et souvent, on regardait ça en plus la nuit, quand tout le monde était parti se coucher et qu'il y avait plus de bruit. Et là, on mettait ça et on était totalement immergés dans ce film. Et des fois, j'aime bien le remettre quand je suis toute seule et quand je me sens pas bien, ou même des fois aussi quand je me sens bien, parce que ça me procure du plaisir. On voit un peu la confrontation de la ville, enfin, du village, et puis de la ville beaucoup plus urbaine, et toutes les différences qu'il y a là-dedans, et avec le changement qu'il y a. Puis aussi, on voit que comme si le monde, il voulait mettre des barrières dans tout ça, et que l'humain est toujours là un peu pour casser ces moments, ces barrières. Et surtout que les villes sont construites par des humains, donc forcément, il y en a qui sont un peu, on pourrait dire, étriqués, mais il y aura toujours au moins un humain, donc dans le cas de mon oncle, qui va faire des bêtises, qui va se tromper, qui va être maladroit. Et c'est ça qui va, je pense, apporter une forme de beauté et une forme de joie. Et c'est ça qui est agréable. Et puis finalement, au fur et à mesure, on voit que même ceux qui étaient au départ assez cadrés, stricts, ils finissent aussi par tout lâcher parce que au bout d'un moment, c'est difficile. Dans tous les films de Jacques Tati, le décor est toujours important parce que ça a toujours une forme géométrique et tout est très chorégraphié. Du coup, même les humains, ils ont une place très, très spéciale dans ce décor, dont ceux qui sont justement stricts, ils rentrent dans ces formes très géométriques et très, très cadrées, et c'est ce qui en fait tout aussi la beauté. Je m'appelle Églantine, j'ai 16 ans et mon film refuge, c'est Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Alors, ça va faire très cliché, mais j'ai choisi ce film comme mon film refuge, puisque la première fois que je l'ai vu, c'est avec mon grand-père. Donc, quand j'étais petite, je passais souvent des après-midi avec mon grand-père et c'est lui qui me montrait plein de films. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce film pour la première fois, j'étais toute petite et ça m'a procuré beaucoup d'émerveillement. Et donc, toutes ces couleurs, ces chants, ces personnages merveilleux avec les grands chapeaux, puis les danses. Et donc c'est vrai que même des années plus tard, quand je le regarde, ça me procure toujours cet émerveillement, cette vie qui est une fête et constante. Et ça me rappelle aussi des super moments passés avec mon grand-père, justement. Et c'est le cas juste pour Les Demoiselles de Rochefort ou pour la plupart des films de Jacques Demy ensuite C'est quand même propre à Jacques Demy. Mais étrangement, mon deuxième film préféré de Jacques Demy, c'est Peau d'âne. Et pourtant, c'est pas vraiment la même approche. Mais c'est vrai que Les Demoiselles de Rochefort est le film qui m'a le plus marqué, parce que je pense que c'est aussi vraiment la foule. Et puis quand on est enfant, c'est impressionnant. Et les autres m'ont peut-être moins marqué. Aussi peut-être du fait parce que je l'ai vu différemment. Et je pense que si j'avais vu Les Demoiselles de Rochefort autrement, dans d'autres circonstances ou seule, ça m'aurait peut-être pas autant marqué que ça ne l'a fait pour ce film. Bonjour, moi je m'appelle Félix du coup, j'ai 22 ans et donc j'ai pris mes fiches, c'est pas un film refuge mais c'est on va dire des deux cinémas dans... De cinéastes. Oui, deux cinéastes, ouais. J'allais dire deux cinémas dans leur globalité, mais oui, du coup, deux cinéastes ça marche aussi. Et qui sont Hitchcock et Truffaut, qui c'est un peu le très, je dirais, basique en même temps, et en même temps, un peu pour moi ça me paraît essentiel. Il y a, je pense... je pourrais trouver peut-être 10 ou 15 raisons faciles de pourquoi j'ai cité ces deux-là. Mais là, celle qui me vient là à l'esprit, c'est parce qu'ils ont accompagné l'évolution, je dirais, de mon regard. La première fois que j'ai vu les 400 coups, c'était un cours d'histoire, je pense, je vais être au collège, et j'ai pas du tout aimé. Puis, je l'ai revu après quand j'ai commencé vraiment à être plus, je dirais, cinéphile. J'aime pas forcément ce mot-là, mais... Et t'avais quel âge à ce moment-là, quand t'as redécouvert, quand t'es revenu vers C'est Truffaut après, je dirais, quand je suis entré à la fac, c'est-à-dire à peu près vers 18-19 ans. Et alors, dans ces films de Truffaut, qu'est-ce qui t'a parlé ? C'est la saga Antoine Doinel, par exemple ou... Ouais, clairement. Le film qui m'a le plus marqué, c'est Baiser volé, notamment pour Delphine Seyrig. Pourquoi Delphine Seyrig ? Parce qu'elle est trop belle. Et si je me permets une autre anecdote où je l'ai vu, la première fois que j'ai vu Baiser volé, c'était au festival d'Angers Premier Plan,
avec ma classe au lycée. Et je savais pas du tout qui était Truffaut. Et je sors de la salle et tout, et je sais plus ce que j'ai dit. J'ai dû dire qu'elle était trop belle et tout, et ma prof m'a entendu et m'a dit ah c'est enfin je savais pas du tout qui était Truffaut, qui était des films séries. Et après et quand j'ai revu des films plus tard et que revu ce film en sachant que c'était un film de Truffaut, mais pas que c'était le film que j'avais vu, c'était je saurais pas décrire ça, enfin comment j'ai ressenti ça, mais c'est très réjouissant. Et alors, si on rembobine un tout petit peu, tu nous as parlé d'Hitchcock et tu nous as dit que tu les avais plutôt découverts à l'enfance, ces films-là. Ouais. Ouais, surtout par cassette chez ma grand-mère qui, maintenant, bon, ma grand-mère est morte et la maison où j'ai vu ces films, n'existe plus, mais c'était je me souviens très bien, très exactement où je les ai vus, avec mon père principalement. Mais c'est des films que je j'ai pas le souvenir d'avoir un jour, pas aimé un film d'Hitchcock. Je pense que c'est vraiment, c'est pour ça que je les ai c'était l'évidence, les de pour choisir un film refuge, j'étais obligé de c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit, et c'est j'étais obligé de le mettre. Et c'est ça qui est un petit peu marquant dans chacun de vos refuges, c'est que vous avez tous un fort rapport à l'enfance dans chacun de vos réponses. Toi, Félix, tu as grandi avec ces films-là et tu les as vus dans cette maison particulièrement. Toi, Églantine, c'est avec ton grand-père, dans un lieu particulier. Tu disais que ça n'aurait pas été aussi fort si ça n'avait pas été dans ce lieu-là. Et toi, pareil, Chloé, tu les as vus avec ton père dans un moment particulier, la nuit, etc. Donc, moi, je me demandais presque, parfois, est-ce que c'est presque le moment qui est plus important que le film que vous regardez pour que ce soit refuge, en fait? Moi, je dirais que oui, il y a un peu de ça. C'est que forcément, il y a un moment précis, il y a un film qui nous marque et parfois, par certaines circonstances, il nous marque plus que d'autres et plus qu'à d'autres moments. Et puis aussi, notre état au moment où on le regarde, parce que si d'un seul coup il devient notre film refuge, c'est peut-être que ce jour-là, on justement se sentait pas bien et que ça nous a apporté vraiment un grand réconfort et une joie qui fait que ça devient automatiquement un film refuge. Mais oui, je pense que c'est souvent lié à quelque chose, à l'enfance, à notre famille et à ces moments-là. Si je peux me permettre, je suis assez d'accord avec ce qu'elle a dit, c'est quelque chose que j'ai failli écrire, dans ma réponse. Parce que c'est le fait de regarder un film, par exemple, moi, pour mon cas personnel, je regarde très souvent des films, j'essaie de voir le plus de films possible sans m'arrêter à ce que je connais, du coup, à forcément regarder des réalisateurs que je connais pas. Et c'est vrai qu'il y a souvent on va dire des rencontres avec des films qui vous marquent sur le moment et qui fait que justement ça peut devenir, un film refuge. Moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'ils viennent de dire. Donc, je pense que je suis pas forcément d'accord avec le fait que c'est dans un état dans lequel on se trouve, mais plus dans un lieu ou dans des circonstances, en fait. C'est pas forcément l'état psychologique, enfin psychique, mais c'est surtout le fait de se remémorer tous ces moments et puis la rencontre, comme Félix l'expliquait, la rencontre qui nous marque et pas forcément l'état, mais plus le lieu, l'ambiance et l'extérieur, en fait. Enfin, pour moi, en tout cas. Et tu t'en souviens aussi bien que le film de cette ambiance, justement? Forcément, puisque c'est pas le seul film que j'ai vu avec mon grand-père. J'ai dû en voir des dizaines. Et puis, mais c'est vrai que ce film-là, plus qu'un autre, puisque à chaque fois que je revenais chez mon grand-père, et je m'en rappelle, il me le raconte tout le temps, je demandais toujours à voir ce film-là, à voir Les Demoiselles de Rochefort, ou alors aussi Chantons sous la pluie. Enfin, c'était... Et puis, je m'en souviens aussi bien parce que ça l'a marqué autant que moi. Donc souvent, encore aujourd'hui, on se retrouve moins qu'avant forcément, mais et puis ça nous a vraiment créé un lien fort au-delà des films. C'est ça aussi la beauté du cinéma, enfin, je trouve. Et c'est de le partager. Ouais, voilà. Et ce que je me demandais, c'est si vous revoyiez beaucoup ces films et si votre regard sur ces films avait changé en grandissant, vu qu'ils sont souvent ancrés dans l'enfance quand même, dans leur découverte. Pour moi, oui, ça a changé, ça a beaucoup changé parce que quand j'étais plus jeune et que je les voyais, je le prenais comme c'était avec toutes ces émotions. Et maintenant que je grandis et que je commence à essayer de voir plus de films, avoir un regard plus critique, je vois un peu plus la structure du film et peut-être des fois pourquoi est-ce que ça m'a autant touchée, quels éléments, et que des fois ces éléments je peux les retrouver dans d'autres films. Donc oui, avec le temps on évolue, mais je trouve que par contre le sentiment qui l'accompagne, lui il évolue
pas beaucoup, même très peu. J'ai toujours un lien fort avec, et malgré mon esprit critique ou ma culture, si je puis dire, qui va avec, ça bouge pas. Ça reste pareil. Et moi aussi, ce que j'entends dans vos réponses, c'est que ces films-là, c'est un peu comme des films premiers et qu'après, c'est comme si, à partir de ces films premiers, vous aviez pu en déceler des parties dans d'autres films, d'y voir des résonances et que c'est aussi pour ça que c'est peut-être un peu des refuges. Je sais pas ce que vous en pensez. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Parce que par exemple, justement, enfin, Hitchcock Truffaut, pour moi, c'est un peu la base de la cinéphilie ou en général. C'est-à-dire que vous savez pas trop, enfin, surtout pour les Français, parce que par rapport à Truffaut, mais vous rentrez dans le cinéma et vous découvrez les films de Truffaut et je sais pas, ça donne ils sont assez accessibles en plus, et Hitchcock aussi. Du coup, ça donne toute une perspective et ça donne envie de voir des films. Et forcément, ça rejoint ce truc-là. Ouais, je suis d'accord sur ce qu'il dit par rapport même à Hitchcock, parce qu'on sent que ça a influencé beaucoup d'autres réalisateurs. Du coup, on voit que c'est presque les prémices du grand cinéma, donc c'est sûr que ça marque beaucoup. Et puis, pour revenir sur ce dont vous avez parlé tout à l'heure avec un autre groupe, La La Land et les Demoiselles de Rochefort, moi je trouve un lien fort. Et puis en plus, La La Land, c'est un de mes films préférés, donc je pense que c'est aussi un peu pour ça. Mais c'est vrai que toute cette histoire d'amour un peu croisée, et puis toutes ces couleurs, toute cette idée que la vie, on peut la prendre d'une façon un peu d'une fête, de bonheur, de chansons, et je trouve ça. C'est pour ça qu'aussi, je pense que ça fait résonance dans notre appréhension des films, puisque c'est pas un héritage, mais c'est quelque chose que... Une construction première, quoi, de ton regard sur le cinéma. Oui, voilà, exactement. Mais juste pour rajouter un truc, je pense à Truffaut particulièrement, parce que je pense que Truffaut, en lui-même, la personne, c'est quelqu'un qui a été ultra inspiré de tout ce qu'il y a eu avant. Et Un grand cinéphile. Ouais, exactement. Et je me suis amusé à découvrir il n'y a pas longtemps Zéro de conduite. Et j'ai découvert parce que il y a un personnage qui s'appelle Tabar, et après ça donne le personnage, voilà, Flavien Tabar, qui est magnifiquement joué par Delphine Seyrig. Et en fait, je trouve que c'est ultra important après, surtout quand on veut faire du cinéma et qu'on rentre dans cet esprit-là d'aimer les films et d'aimer en voir, ce truc de référence, de partage et d'évolution en fait, pour voir et ça se retrouve, et je trouve que ça se retrouve énormément justement chez Truffaut. Existe-t-il un âge pour rencontrer son film refuge ? Rien n'est moins sûr. Dans cette troisième partie, Elias, Charlotte et Antonin racontent qu'ils ont découvert leur film refuge à 3 âges différents, de la plus tendre enfance à la post-adolescence. Si tout ce convoque des imaginaires forts et du grand spectacle, ils nous expliquent en quoi la découverte de ces refuges, à différentes étapes de leur vie, a influencé, voire bouleversé leur cinéphilie respective. Je m'appelle Elias Bernardin et mon film refuge, c'est Pogno sur la falaise de Miyazaki. J'ai choisi parce que c'est le premier long métrage que j'ai vu. Donc, de ta vie ? Oui, de ma vie. Ah ouais ? Oui. Et tu t'en souviens ? J'avais 3 ans à cette époque-là, donc j'en souviens un peu. Et donc c'est vrai que j'ai encore un souvenir assez fort de ce moment-là où du coup j'ai vu mon premier film qui est incroyable, Pogno sur la falaise. Et pourquoi il est refuge pour toi ? Déjà parce que je l'ai vu avec toute ma famille. En plus, à cette époque-là, il y a mon petit frère qui venait de naître et qui était avec nous. Donc ça a contribué à forger le souvenir de ce premier film. En plus, les dessins les animations sont assez magnifiques. Donc c'est un film que j'aime beaucoup pour sa beauté, ainsi que l'histoire qui est assez jolie. Bonjour, je m'appelle Charlotte et mon film refuge, c'est La La Land.
Je l'ai vu quand c'est sorti au cinéma. Et c'est un des premiers films en VO que j'ai vu. Parce qu'avant, je regardais des films en VF. Je l'ai vu, j'ai forcé mes parents à le retourner 2 fois, à aller le voir au cinéma, tellement j'avais aimé ce film. Et j'ai pas de scène en particulier, mais en fait, c'est aussi l'actrice principale, Emma Stone, qui, c'est pas un film refuge, mais après La La Land, j'ai regardé tous ses films, quasiment. Et je continue toujours de regarder ces films. Et c'est à partir aussi de ce film que je me suis intéressée à la comédie musicale. Et j'ai failli mettre Les Demoiselles de Rochefort, comme elle disait avant, qui est aussi un de mes films refuges. Mais j'ai choisi La La Land parce que c'est avec ce film que tout a commencé. Et voilà. Oui, c'était le film premier pour le coup. Et il y a un vrai lien entre La La Land et Les Demoiselles de Rochefort. Oui, en plus, le réalisateur s'est inspiré de Jacques Demy. Et alors là, on va faire le grand écart avec ton refuge, Antonin. Donc moi je m'appelle Antonin, j'ai 19 ans et mon film refuge c'est Tokyo Fist de Shinya Tsukamoto. C'est un film qui est écrit, joué, réalisé, monté par Shinya Tsukamoto. Il fait aussi la cinématographie. La première fois que je l'ai vu, c'était un vieux DVD et je connaissais pas du tout le cinéma de Shinya Tsukamoto. T'avais quel âge à peu près quand tu l'as découvert? 17 ans, Ok. 16-17 ans. Et je connaissais pas non plus le cinéma japonais en général, à part les trucs plus connus comme les Miyazaki et un peu les Kurosawa. Et grâce à ce film, ça m'a un peu propulsé dans mon voyage du cinéma. Et après, j'ai découvert plein d'autres cinéastes étrangers. Et aussi, c'était le début en fait, pour moi, j'ai commencé à collectionner les Blu-ray après avoir vu Tokyo Fist parce que je voulais l'avoir en meilleure qualité. Et donc, grâce à ça, après, j'ai acheté plein d'autres films que je connaissais pas et ça m'a aidé à découvrir plein de différents cinémas du monde entier. Tu nous disais aussi que ce film était un refuge pour toi du fait justement de son style, en fait. Donc c'est un film assez violent quand même, faut le dire. Oui. Est-ce que c'est un refuge dans le sens où c'est un exutoire quand même ou... Bah juste parce que c'est très hors de de la norme de tous les autres films que j'avais vus. C'était quelque chose de très différent, quelque chose de très violent, très... Ça a marqué un choc presque. Ça m'a vraiment impacté. Ça m'a propulsé à chercher, à essayer de découvrir de nouvelles choses. Et il y a peut-être aussi l'esthétisme du film qui t'a plu. Ah peut-être. ouais, j'adore nous en parler un petit peu. l'esthétisme de toute la couleur du film et son style, de la caméra qui est très rapide, très violente dans tous les mouvements. Très à l'épaule en fait, on sent tous les mouvements de celui qui filme. Oui, parce qu'en fait c'est un film sur la boxe et donc il y a beaucoup de scènes de combat où on ressent tous les coups avec la caméra et avec aussi la musique industrielle des années 90 du Japon. Et alors, tous vos films refuges sont assez différents, mais j'ai quand même l'impression que c'est des films qui ont été des déclics un petit peu pour vous dans votre cinéphilie. En fait, j'ai l'impression que ça vous a fait découvrir un nouveau genre de cinéma ou que ça vous a tout simplement fait aimer le cinéma. Est-ce que c'est pour ça que ce sont des refuges? Moi, toute mon enfance, j'étais avec le cinéma parce que mon père, il travaille dans le cinéma. Donc, j'ai grandi avec les Truffaut, les Hitchcock, les grands films américains, classiques, français, etc. Mais oui, j'ai réussi à découvrir le cinéma des films genre, plutôt les films underground, ouais, c'était un déclic, oui, je suis d'accord avec ça. Moi aussi, ça a été un déclic parce que de fil en aiguille, ça a été les comédies musicales d'abord, du coup Les Demoiselles de Rochefort. Je me suis intéressée à Françoise d'Orléac, qui a joué dans un Truffaut, etc. Et du coup, oui, ça a été un déclic parce que c'est à partir de là où j'ai commencé à voir beaucoup plus de films. Après, j'étais jeune, donc j'en ai pas vu non plus beaucoup. Mais oui, il y a eu un vrai déclic. Et c'est refuge aussi parce que l'ambiance qu'il y avait quand je l'ai vu, il y avait... je sais pas comment expliquer, mais tout le monde parlait de La La Land tout le temps. Et quand on l'a enfin vu, j'étais pas déçue parce que mes parents étaient un peu déçus par rapport au tout le bruit qu'il y avait eu. Moi, j'étais pas du tout déçue. Et quand je le revois, c'est le seul film, quand je le revois, ça me
en plus du film en soi, j'adore l'histoire, la musique, les couleurs, etc. Il y a tous les souvenirs qui viennent. Et même d'autres films de mon enfance, ça me fait pas la même chose. Moi aussi, ça a été une espèce de déclic parce que quand j'ai vu Ponyo. Un déclic très tôt. Oui, du coup, oui, très très tôt. Du coup, oui. C'est vrai que ça m'a fait vraiment aimer là, pas vraiment les films joués par des acteurs, mais plus les films d'animation. Et du coup, j'ai voulu voir tous les autres Ghibli. J'ai pas fait tout de suite, mais. C'est venu. Oui, c'est venu. Du coup, maintenant, j'ai tout vu. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à autre chose que du cinéma d'animation. Et du coup, j'ai vu plein d'autres films, comme par exemple du Truffaut. Et moi aussi, ce qui m'avait marqué dans chacun de vos films, c'est que c'est un peu des films grands spectacles. Enfin, quand on y va, on a l'impression que tous nos sens sont en éveil, que ce soit par la musique, par les couleurs, par les cadrages, tout est un spectacle. Et ce qui revenait aussi dans vos descriptions, c'était que tout vous sort de la réalité. Enfin, il y a un truc où on s'évade. Est-ce que c'est ça aussi qui est important pour vous dans cette notion de refuge ? Oui, moi je trouve que ça pourrait être ça. Parce que c'est vrai que La La Land, c'est pas très réaliste. Donc oui, c'est vrai que ça sort de la réalité. Et donc, quand en plus il y a les souvenirs, je sais pas comment expliquer, mais pour moi ça sort encore plus de la réalité. Enfin, de ce qu'on vit, ce que je vis juste avant de voir le film et ce que je vivrai juste après. Oui, c'est comme si le film te sort de la réalité parce que c'est une fiction, mais te replonge aussi dans tes Oui, souvenirs. oui. Donc t'es plus du tout dans un moment présent, Voilà, en fait. c'est ça. Pour moi, l'aspect refuge du film, je dirais, c'est avec cet acteur-réalisateur qui fait presque tout dans son film. Et ça me donne envie de créer, de faire du cinéma moi-même. Et c'est cet aspect-là qui est refuge pour moi. Oui, ça t'invite Ouais. à la création. Exactement. Pour moi, c'est vrai que l'instant de déconnexion à la réalité de mon film, c'est que Ponyo, c'est un film pour le coup pas du tout réaliste, avec des poissons géants et tout. Et c'est vrai que ça, en plus, c'est assez poétique, et donc il y a une espèce de déconnexion avec le monde réel qui en fait un refuge. Et justement, est-ce que vos films refuges, est-ce que vous les revoyez souvent ? Oui, beaucoup. Une fois par an, plusieurs fois par an ? Plusieurs fois par an. À quel moment ? Je sais pas, des fois le samedi soir, ou quand je dis j'aime regarder un film, je vois Ponyo, je me dis Et vous ? À une période, je regardais beaucoup La La Land régulièrement. Là, je regarde beaucoup moins souvent. Parce qu'à un moment, j'ai eu le DVD. Du coup, je le regardais beaucoup. La La Land, si on critique, j'ai l'impression qu'on critique quelqu'un de ma famille ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai un peu grandi avec ce film. Bon, j'ai pas fini de grandir, mais depuis le moment où je l'ai vu, depuis 2016, j'ai un peu grandi avec ce film. Et du coup, je déteste vraiment quand quelqu'un critique La La Land. Et voilà. Et c'est que, et par rapport à l'actrice, je me souviens qu'il y avait eu les Oscars quelques semaines après. Et j'étais restée éveillée, parce qu'en plus, ils mettent la meilleure actrice à la fin. Du coup, j'étais restée éveillée très tard pour savoir si elle a gagné. Et heureusement, elle avait gagné. Et voilà, du coup, c'est... Bon, cette actrice, l'acteur aussi, Ryan Gosling aussi. Et le film, oui, j'ai l'impression de les connaître. Voilà. Et toi, Antonin ? En fait, non, je l'ai que vu une seule fois. Mais c'est plutôt par rapport à ce que j'ai ressenti quand j'ai vu le film. Et après, tout mon parcours après avoir vu le film. Mais j'ai failli choisir un autre film. J'étais pas vraiment sûr par rapport à Tokyo Fist. Mais j'y pense assez souvent, donc je me suis dit que c'était un bon choix par rapport à l'amour que j'ai pour ce film. Si on pousse notre concept le plus loin, un refuge nous couperait d'un monde qui ne nous convient pas et nous proposerait, le temps d'un ou de plusieurs films, une autre réalité. Cette plongée dans un univers peut aussi bien symboliser une fuite qu'une ouverture. Ouverture sur une autre société, un nouveau fonctionnement, de nouveaux points de repère, plus ou moins réalistes. Dans cette 4e partie, Kévan, Nathan et Vlad nous embarquent dans des univers imaginaires entre Harry Potter, Pirates des Caraïbes et Mad Max.
Oui, donc moi c'est Nathan et j'ai choisi comme film refuge toute la saga Harry Potter que j'ai découvert quand j'étais assez petit. J'ai commencé par les livres en CE2 et puis j'ai dû découvrir les films un peu plus tard, peut-être 1 an et demi, 2 ans après. Et quand je les ai vus, je les ai tous regardés d'un coup, ça m'a vraiment transporté. Alors c'est le côté magie de premier abord quand on est enfant peut-être, qui nous transporte comme ça. Et puis même maintenant que je suis un peu plus grand, d'y repenser, de m'y blottir quand ça va pas super, de savoir que nos héros ne nous décevront pas, ne nous trahiront pas. Et bah voilà, ça me permet de penser à autre chose les fois où j'ai besoin de penser à autre chose. Euh, c'est peut-être aussi le fait que chaque film, je l'ai vu avec une personne différente. On peut les voir avec tout le monde les a peut-être vus une fois au moins. Et donc, je me dis, ah oui, ce film, je l'ai vu avec cette personne-là, etc. Donc, voilà, ça renforce ce sentiment de refuge. Tu dis que les héros ne te décevront pas, mais qu'est-ce qui pourrait décevoir? On sait ce qui va arriver, donc on sait à quoi s'attendre, alors que les gens de la vie réelle, ben, on ne sait pas forcément ce qui va se passer, de quoi demain est fait, etc. Alors que ces films-là, on les a vus en boucle, on continue à les voir, donc on sait ce qui va se passer et on sait à quoi s'attendre, on sait que ça sera cool. Je m'appelle Kévan. Moi, comme film refuge, j'ai choisi Pirates des Caraïbes. Donc, enfin, j'ai pas précisé lequel, mais je pensais plutôt au premier. Mais c'est vrai que les 3 premiers sont des films refuge pour moi. Donc, j'ai choisi Pirates des Caraïbes puisque je l'ai découvert assez tôt. Je m'en souviens plus du tout de mon premier visionnage. Je l'ai en DVD, donc c'est un film que je voyais plusieurs fois quand j'étais enfant. Et donc c'est pour ça que je l'ai choisi, puisque c'est un film que j'ai adoré quand j'étais petit, et que même maintenant, si je le regardais, bah, je sais que je vais adorer. Enfin, j'aime beaucoup le revoir, j'aime beaucoup les personnages. Enfin, j'ai un peu grandi avec, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Et c'est pour ça que c'est mon film refuge. Voilà. Et quand est-ce que tu les as découverts? Bah, quand j'étais très petit. En fait, je m'en souviens pas vraiment, mais voilà. Pour moi, ça a toujours existé dans mon enfance. Donc, oui, je les ai eus en DVD. C'était ma grande sœur qui a dû les acheter. Alors, je m'appelle Vlad, et mon film refuge que j'ai choisi, c'est Mad Max 2 de George Miller. Voilà. C'est un film des années 80 que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai découvert il y a quelques années. C'est un film en fait, je considère l'ambiance, l'atmosphère comme très étonnamment, en fait, très paradoxalement, très réconfortante. Je sens un sentiment, en regardant ce film, un sentiment très étrange de liberté, c'est un univers très particulier, très punk, mais qui pourtant, de par le souffle un peu Épique. le- Épique? Oui, épique, absolument épique. Des inspirations un peu de western, quelque chose de très épique. Et c'est quelque chose qui me touche profondément. Et puis cet univers post-apocalyptique que je trouve que je trouve vraiment fascinant. C'est vraiment un film qui me touche en fait. Et alors, Vlad, justement, toi, tu parles d'univers, mais alors, une question à tous les trois. Vous avez tous choisi des films tirés de sagas. Et est-ce que, justement, ces refuges, est-ce que c'est rassurant de se replonger dans un univers total, justement? Oui, enfin, oui, j'aime beaucoup l'univers des pirates, et c'est vrai que, enfin, je trouve que Pirates des Caraïbes, c'est le seul, enfin, c'est la seule saga qui représente bien cet univers un peu, enfin, d'aventure, mais aussi très humoristique. Et oui, donc c'est tout l'univers qui me plaît et qui crée ce refuge. Moi aussi, le fait de savoir que bah, si les 2h30 de film ne nous ont pas suffi pour se sentir complètement réconforté, bah, il y en a 7 autres derrière, donc on sait qu'au bout d'un moment on y arrivera. Euh, Puis même, il n'y a pas les mêmes éléments dans tous les films, donc va pouvoir trouver chaque élément, chaque sentiment dont on a besoin, donc tel film ou tel film, savoir qu'ils sont chacun à notre portée, choisir lequel on veut voir pour ressentir le sentiment qu'on veut sentir. Et est-ce que toi, t'as un Harry Potter préféré ou ça dépend justement de ton état d'esprit? Ça dépend des époques, ça dépend des années, mais en ce moment, c'est peut-être le dernier.
Alors, il y a quelque chose qui m'a aussi frappé dans vos 3 réponses, c'est que, à chaque fois, c'est vraiment des films, d'aventure, donc il y a un souffle épique, il y a quelque chose de quasiment, cathartique aussi. Est-ce que c'est pour ça que c'est des refuges pour vous? C'est vrai que les 3 sont quelque chose de très fantaisiste, hem, de très, c'est quelque chose qui est très propre à la fiction, qui est un autre univers et c'est vrai que c'est peut-être le genre de cinéma que je préfère le plus, le cinéma d'univers. C'est le cinéma qui plonge, dans un autre univers, qui fascine, qui voilà, c'est ce genre de c'est pas forcément les grands blockbuster à l'affiche de, chaque été, mais c'est quand même des films, qui sont représentés par une ambiance, par quelque chose qui nous touche émotionnellement et ça, c'est vrai que c'est puis ça émerveille et ça, je pense que c'est important quand même. Ouais. Ouais, je suis totalement d'accord. Ouais, c'est l'aventure, enfin, le truc qui nous fait rêver un peu. Du coup, oui, c'est lié à l'enfance, puisque, enfin, je sais pas, moi, je regardais un peu que ça, des films d'aventure quand j'étais enfant. Enfin, c'est ce qui me plaisait le plus. Et, euh, et oui, voilà, enfin, des films d'aventure, mais qui sont très bien écrits, très bien filmés, et c'est pour ça qu'on les aime encore maintenant, je pense, et qu'on les choisit. Je les rejoins là-dessus aussi. Moi, je pense vraiment que dans le concept de refuge, voilà, il y a ce domaine d'autres univers, de rêves. Vraiment, je pense que ça me permet d'échapper à la réalité, d'être dans un autre univers. On n'est pas dans un cadre contemporain, on n'est pas à Paris, etc. On est vraiment ailleurs. Euh, et voilà, on vit les aventures avec nos personnages. Ça nous fait rêver, comme ils l'ont déjà dit. Et alors peut-être pour conclure, est-ce que, vous avez un personnage, refuge préféré dans ces sagas chacun? Bah, moi, je pense que c'est un peu évident. C'est Jack Sparrow, même si j'adore enfin, Barbossa, Will Turner, Elizabeth Swann aussi. Je les aime tous, mais c'est vrai que bah, Jack Sparrow sort du lot. Et voilà. Je pense, ça va rester le personnage principal, il y a pas c'est vrai que c'est assez, l'écriture des personnages est assez, il y a ces archétypes assez basiques, donc c'est pas ce qui en ressort le plus, mais le personnage de Max, c'est toujours, beaucoup Mel Gibson qui l'incarne, a toujours autant de charisme et qu'il arrive à très bien le jouer, vraiment de bout en bout et puis voilà, donc c'est ce qui me reste de ce personnage qui quand même semble assez profond, c'est quelque chose de très marquant donc ouais, non, c'est vrai que c'est Max. Moi, ça serait Hermione Granger, je pense, qui arrive donc à l'école de sorcellerie, euh, elle a déjà appris tous ses livres par cœur, etc. Et puis dans le premier, euh, dans le premier opus, elle va apprendre l'amitié, et je pense que c'est quelque chose de très fort. Euh, voilà, c'est mon personnage refuge. Elle apprend, elle ne fait qu'apprendre, et pas que sur le plan, voilà, école, etc. Elle apprend aussi chaque sentiment un par un. Je trouve ça vraiment beau. Et c'est marrant parce que Hermione, je trouve, dans les Harry Potter, c'est vraiment elle qui fait le lien. Bon, ils sont tous les 3 amis, mais c'est presque grâce à elle que le lien persiste. Enfin, il y a un truc où elle fait attention à cette amitié. Je suis assez d'accord. Dans le premier, elle va pas comprendre ce que c'est, mais à partir du moment où elle va avoir compris ce qu'est l'amitié, effectivement, elle va pas le lâcher, elle va garder ce lien dans ses mains, et elle va essayer de tout faire pour le garder, hein. Et puis j'aimerais ajouter que, Hermione, alors j'ai pas vu, je suis Harry Potter, je suis pas trop calé, mais je sais que j'ai l'impression que c'est quand même elle qui a la personnalité c'est la plus expressive et c'est celle qui marque le plus dans sa façon de parler, de s'exprimer comme ça. C'est une personnalité, je pense quand même est plus forte que les 2 autres quand même. Elle est très très expressive, et c'est peut-être ça qui nous permet de nous attacher beaucoup plus à elle, puisque vraiment, bah, on la voit, c'est les émotions qu'on pourrait avoir, et c'est quelque chose qu'on voit qui est explicite, donc on ne doit pas voilà, se plonger dans sa mentalité, on a juste à la voir et on voit qu'elle est humaine comme nous, et qu'on pourrait lui ressembler, etc. Donc ouais, effectivement, ce caractère des émotions explicites, je suis d'accord.
Il y a des films dont les personnages ou les situations semblent si loin de nous et dont nous nous sentons pourtant si proches. C'est parfois dans cet écart entre altérité et familiarité que se trouve l'idée de refuge. C'est du moins le cas pour Violette, Julie et Clara, qui évoqueront dans cette dernière partie un Antoine Doinel en plein divorce, un adolescent frappé par un grand drame intime, ou encore un vieil homme grec qui erre dans Thessalonique en plein hiver. Alors, je m'appelle Violette, je suis malheureusement encore au lycée. J'ai choisi comme film refuge Éternité et un jour, réalisé par Théos Angelopoulos dans les années 90. Et ça se passe en Grèce et plus spécialement à Thessalonique. Donc, c'est un décor un peu particulier. Et j'ai choisi ce film refuge parce que je suis tombée dessus pendant le confinement. Et ça m'a... c'est un peu, au début, c'était plutôt un film un peu sauveur, entre guillemets, et après, c'est devenu un film refuge. Parce qu'on suit un vieux poète ermite qui va bientôt mourir. Donc, pendant le confinement, on peut ressentir un peu les mêmes choses que lui ressent, parce moi, j'ai pas de frères et sœurs, donc je suis toute seule à la maison. Donc, pareil, quoi, c'est un peu comme un ermite. Et malgré les 2 heures de ce film où on se sent pas au top parce qu'on suit l'histoire de ce vieux monsieur qui va bientôt mourir, qui a beaucoup de regrets, qui en même temps fait la rencontre d'un jeune albanien qui va lui faire vivre une petite aventure. Et on s'identifie à lui et même si tout le long du film on sent ses regrets et son désespoir, on a quand même à la fin, je trouve, beaucoup d'espoir pour la vie en général. Ça nous donne un peu de l'énergie de vivre. Et donc, au plein milieu du confinement, c'était le film refuge parfait. Et je me souviens, tu nous avais dit dans le petit texte que tu nous avais envoyé que c'était aussi un film qui t'avait fait beaucoup pleurer et c'était presque cathartique de sortir un peu tout ça de soi. Non, mais mais moi, ça m'avait surprise. C'était un peu pathétique sur le moment parce que je pouvais même poser le film et je continuais à pleurer sans aucune raison sur plusieurs moments dans le film et ça faisait vraiment ressortir toute l'émotion et la lourdeur du confinement. Ça l'exprimait de manière excellente et du coup ça a permis de tout ressortir en regardant le film, donc c'était un peu spécial, mais oui, c'est la première fois que j'ai vraiment énormément pleuré, quoi. C'était incroyable. Bref. Est-ce que tu l'as revu depuis? Oui, je l'ai revu plusieurs fois. Bon, après, quand on n'est pas en confinement et qu'on a 17 ans, c'est peut-être pas le film qu'on a envie de regarder, mais je trouve quand même que dans les moments un peu durs et même dans les moments, à tout moment, même ce film donne une certaine énergie de vouloir expérimenter les choses et de vivre, entre guillemets. Et donc oui, je l'ai déjà regardé plusieurs fois. Je m'appelle Julie, j'ai choisi La saga de Noël de François Truffaut comme film refuge. Je l'ai découvert il y a 3-4 ans à peu près. Je les ai pas regardés dans l'ordre, en fait, je suis un peu tombée par hasard dessus, et donc je commençais par le milieu, puis j'ai vu la fin, puis je suis revenue au début. Et j'aime beaucoup cette série parce que pour le personnage de Jean-Pierre Léaud qu'on suit de son enfance jusqu'à ses 40 ans à peu près, et ses différentes aventures amoureuses surtout. Et alors, tu nous avais un petit peu parlé du contexte dans lequel tu avais découvert ces films, il me semble. Oui, j'avais découvert, donc j'étais en 2e année de prépa. Ça se passait pas très très bien. Et donc j'allais souvent à la Cinémathèque de Toulouse, et c'était un peu mon lieu refuge par rapport à la prépa pour éviter toute cette pression et tout ça. Et c'est vraiment dans ce contexte-là que j'ai découvert ces films et que j'ai adoré. Et alors, il me semble que t'aimes particulièrement L'amour en fuite. Oui, le tout dernier. Je sais que c'est pas souvent celui qui est préféré dans la saga. Souvent, les gens ils préfèrent les 400 coups. Mais moi, j'aime bien L'amour en fuite parce que c'est un peu... Il reprend en fait des scènes des anciens films. Et c'est vraiment ce côté-là très touchant de se dire que quand on le voit, en fait, on se rappelle les autres en même temps. On n'a pas besoin de voir les autres pour penser à lui, quoi. Dans lui, il y a tous les films se résument, quoi. C'est vraiment pour ça que je l'adore.
Oui, tu disais que tu te sentais privilégiée de aussi peut-être d'avoir ces références-là, d'avoir ces comme si, la référence faite dans le film t'ouvrait une porte et te montrait, qu'est-ce qui enfin, à quel film ça correspondait, quelle référence, tout ça. Oui, c'est ça. Par exemple, je pense, à la scène avec, je sais pas comment dire, du Kleenex ou Dans L'amour en fuite? oui, dans L'amour en fuite, c'est, le personnage joué par, Dorothée qui demande à son frère, un mouchoir et lui, il lui répond, «Oui, tiens, j'ai un Kleenex» et elle lui dit, «Ah non, je me mouche pas dans du papier» et dans un film précédent, exactement, Jean-Pierre Léaud, il avait fait la même réflexion et tout ça. C'est ça, à la fin de Baiser volé. Oui, il dit ça à Claude Jade, oui. Et peut-être que ce qui est agréable, c'est par rapport à L'amour en fuite toujours, c'est d'avoir l'impression de faire partie d'un univers en fait, d'en connaître les secrets, d'en connaître toutes les références. C'est peut-être rassurant aussi. Oui, c'est ça, oui. On n'a jamais peur, on sait exactement ce qu'on va voir et on sait les anciens films, on sait tout l'univers, tous les personnages, toutes leurs caractéristiques et donc c'est assez agréable. Moi, c'est Clara, j'ai 21 ans et j'ai une licence de ciné, donc voilà. Et j'ai choisi comme film refuge Le Monde de Charlie. Et donc pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Parce que de un, il est souvent considéré à tort comme un teen movie. Alors bon, je dis pas, moi j'aime beaucoup les teen movies, mais c'est vrai que je trouve qu'il est très différent parce que comment dire, les soucis des personnages principaux ne tournent pas qu'autour, par exemple, une fille dont il est amoureux, ou alors ses mauvaises notes, ou enfin là, ça tourne vraiment autour de soucis qui, je trouve, sont universels et intemporels. Je pense qu'on peut trouver les mêmes soucis dans, par exemple, Jean-Pierre Léaud quand il est dans sa recherche, de la vie, des choses comme ça. Et donc, je l'ai choisi pour des raisons comme ça. Et aussi parce que la thématique principale, c'est un peu comment survivre dans les différentes classes sociales au lycée. Alors oui, là, c'est en Amérique, donc on n'a pas totalement pareil en France, mais il y a toujours cette idée de est-ce que je vais m'intégrer au groupe, est-ce que c'est pas mieux que je m'isole. Et dans mon cas, je me suis bien identifiée à Charlie, même si moi j'avais plus d'amis que lui. Mais voilà, et il m'a beaucoup touchée, l'acteur, Logan Lerman. Pour le coup, dedans, je trouve qu'il se révèle vraiment sans en faire trop. Et c'est un peu une ligne, une sorte de fil rouge qu'on retrouve dans la filmographie de Steven Chbosky. J'ai vu récemment là son dernier film, Dear Evan Hansen, qui est sorti. C'est une comédie musicale. Bon, je l'ai pas adoré, mais le fait est qu'on retrouve encore cette idée d'ado dépressif au bord du suicide. Donc vous allez me dire c'est un peu bizarre comme film refuge, mais c'est plus pour je trouve que ça répond bien à des questions qu'on peut se poser en étant ado ou jeune personne, quoi. Donc voilà, moi c'est mon film refuge à moi pour ça. Et alors, j'ai l'impression que vous avez toutes les trois vu vos films refuges à une époque charnière ou à un moment particulier. Enfin, les circonstances dans lesquelles vous les avez découverts comptent beaucoup. Est-ce que c'est pour ça que c'est des refuges aussi? Totalement, parce que moi, ce film m'est un peu tombé dessus. Donc quand je suis tombée dessus et que je l'ai regardé, je me suis dit merci d'être arrivé parce que j'en avais besoin. Donc oui, après c'est devenu un film refuge par la suite. Parce que je savais que dans les moments les pires, il y aura toujours ce film à regarder. Oui, c'est exactement ça. En fait, ça met du baume au cœur que quand on revoit les films, alors qu'on les a vus dans une période pas forcément facile, quand on les revoit, on a l'impression que ça va toujours mieux. Moi, je l'ai vu quand il est sorti, donc en 2014, et j'avais 14 ans. Donc j'étais en 4e, 3e, je crois. Et c'était vraiment les périodes du collège, c'est un peu les années ingrates. Donc j'étais contente de tomber sur ce film. Voilà. Oui, ils vous ont tous un peu sauvés, c'est ce que tu disais, Violette. Il y a un aspect aussi film sauveur d'une réalité hyper désagréable, en tout cas compliquée à vivre. Oui, ou en tout cas de permettre d'exprimer ce qu'on vit. Nous, on n'arrive pas à l'exprimer et eux, ils le font en tout cas mieux que nous. Et en plus, ils nous montrent ce qu'on ressent. Donc, du coup, en effet, c'est super, c'est salvateur. Alors, il y a aussi un petit point commun à vos trois refuges, c'est que c'est des films qui sont au mieux... Alors, il y a de la comédie, mais au mieux, c'est des films assez mélancoliques et parfois, ils sont franchement tristes. Est-ce que c'est un refuge aussi à l'idée de voir ces films et de pleurer avec, peut-être? Comme quand, par exemple, quand on va mal, on peut avoir tendance à écouter des chansons tristes.
Bah, moi, perso, j'ai l'habitude de, dès que je suis triste, je mets des chansons tristes ou des films soit tristes, soit sur les serial killers. Enfin, je suis pas dans enfin, j'ai pas envie de me réconforter. Voilà. C'est soit Fincher, soit des choses comme ça. Donc, mais donc, du coup, moi, je m'y retrouve mieux là-dedans que, par exemple, regarder un film qui me ferait rire. Ça passe pas trop pour mes refuges. Oui, c'est toujours plus facile de se réfugier dans la tristesse quand on est triste. Parce que je pense que ça permet ça nous donne de la compréhension, quoi. Donc, c'est un refuge dans ce sens-là. C'est un sorte de câlin, quoi. C'est vrai que regarder après à côté un film comique, c'est un peu de l'optimisme forcé, quoi. Donc oui, après, c'est vrai que de manière générale, c'est facile de se réfugier dans sa tristesse. Et voilà, mais c'est vrai que c'est plutôt agréable. Ça nous dit aussi que ce qu'on ressent, bah, ça existe pour d'autres personnes. Et que ouais, quoi, ça permet de les exprimer et de les faire sortir d'une certaine manière. Donc oui, je pense que c'est important quand même qu'il y ait des films déprimants. Sinon, ce serait compliqué s'il y avait que des films extrêmement joyeux et des films d'action. Enfin bref. Je suis d'accord. En fait, le fait qu'ils soient tristes, quand on les regarde quand on est triste, c'est toujours plus agréable. Enfin, on reste dans cet univers, on est dans le même état d'esprit que nous, ce qu'on est. Et même si des fois, il y a des petites notes positives et tout, donc c'est ça qui peut un peu nous aider, en fait, à nous sentir un petit peu mieux. Et puis même, en tout cas, dans l'éternité un jour, tout le long, c'est extrêmement triste. On se dit, on va finir seul, on va mourir seul entre la souffrance et l'envie de pas mourir seul, du coup. Donc c'est atroce, mais en même temps, on se rend compte qu'il y a quand même toujours de l'espoir et que en fait, tout va bien et que ça va aller, quoi. Et c'est un côté un peu dur tout le long du film, mais en même temps doux. Et c'est pour ça que je disais que c'est un peu comme un câlin, quoi. Je comprends que ça va mal, mais en vrai, ça va. Et oui, justement, particulièrement dans l'éternité un jour, mais il y a un vrai rapport au passé, à la mémoire, aux souvenirs. Est-ce que c'est ça aussi qui peut faire refuge? Non, dans l'éternité un jour, les souvenirs sont un grand refuge, parce qu'il permet il revient dans les moments agréables, dans les moments doux de sa vie, notamment avec sa femme. Et donc oui, ça lui permet dans les moments les plus désespérants, de revenir dans des moments plus tendres. Donc en effet, c'est totalement un refuge, là, son passé. Et c'est ça qui sauve aussi ce dont tu parlais tout à l'heure, que ça va aller, parce qu'il y a ça aussi. Il y a ça aussi, on peut toujours revenir en arrière dans notre tête. Et aussi, et ça adoucit le présent, parce qu'on a quand même vécu des choses, on a eu des connexions avec certaines personnes, etc. Et puis, oui, ça permet d'atténuer la douleur sur le moment, et puis de se réfugier, quoi. Oui, dans la saga de Noël aussi, les souvenirs, ils sont souvent humoristiques. Souvent, c'est porté sur l'humour, c'est souvent drôle. Et donc, c'est aussi en ça que c'est un film refuge. Pour Charlie, ce sera plus ce qu'il va imaginer et ce qu'il va prédire pour son futur qui seront un refuge plutôt que le passé qu'il voudrait oublier, mais c'est un peu compliqué, quoi. Mais enfin, justement, pendant tout le film, il va avoir des sortes de réminiscences, parce que c'est des souvenirs faussés, parce qu'au tout début, ce sont de bons souvenirs, il est heureux, et peu à peu, il va comprendre que ces souvenirs, en fait, c'est tout sauf un refuge, parce que c'est ce qui a déclenché un peu ces crises, et c'est le futur qui va le plus lui donner du baume au cœur, j'ai l'impression, notamment par la rencontre de ses deux amis. Donc voilà, oui, pour Charlie, c'est plus l'inverse. Et alors peut-être, dernière petite question, vous avez toutes les trois découvert ces films donc à des moments particulièrement opportuns. Est-ce que vous diriez que c'est des films qui vous ont encore plus fait aimer le cinéma, qui vous ont conforté dans cette passion-là, justement? Moi, ça m'a surtout donné... Enfin, je me suis dit encore plus que les films, ils se suffisaient pas à eux-mêmes, qu'ils n'étaient pas une création comme ça, un peu hors du sol, mais qu'il y avait beaucoup de références, tout ça. Et ça m'a donné... plus envie de creuser dans les différents films de Truffaut, voir si lui-même il fait d'autres références par rapport aux acteurs et tout ça. C'est vraiment ça, de voir toutes les ramifications en fait qu'offrent les films. On va dire que ça m'a pas plus fait aimer le cinéma en général, mais peut-être ça me fait plus porter une attention particulière sur certains films qui sont considérés à mauvais titre, si je puis dire, enfin ce terme n'existe pas, comme des comédies ou des choses comme ça, et je trouve porter une attention plus particulière sur ce genre de films qui, à la couverture, ne donnent pas forcément l'idée qu'ils sont, quoi. Enfin, voilà. En tout cas, moi, c'est ça. Voilà.
Moi, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que je trouve que ce film, il est extrêmement poétique dans la manière de... Les images, elles sont super belles, mais puis c'est assez lent et il y a aussi la musique qui est extrêmement belle. Et avec ça, en plus, le scénario qui est super bien écrit. Et donc, ça m'a... En fait, on dirait presque un poème. Et j'avais jamais vu de film qui ressemblait autant à un poème. Enfin, c'était extrêmement poétique. Donc, en effet, ça m'a fait découvrir une autre partie du cinéma que j'avais jamais vue. Voilà, quoi. C'était un film poétique et j'avais jamais vu un film comme ça. Toutes les musiques de cet épisode ont été composées par Gabriel Régnier, qui fait la musique de tous nos épisodes depuis 3 ans. Et on l'en remercie vraiment beaucoup. Si vous avez aimé ces musiques, on vous conseille d'aller faire un tour sur son compte Instagram, Enzor Artemis, où vous pourrez découvrir son travail qu'on aime beaucoup. À la prochaine!